Et c'est parti. On est en direct. Bonjour à tous. Donc, on est près de 300 sur ce live aujourd'hui. Merci à ceux qui ont pu venir. Ceux qui ne sont pas là, ils auront le replay. Donc, pas d'inquiétude. Donc, je m'appelle Pascal. Vous me connaissez déjà chez Digiformat. J'anime des webinaires donc régulièrement. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Je pense que la plupart ont très très chaud aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez la clim et en tout cas des ventilateurs. On est très heureux d'inviter aussi donc, nos trois intervenants. Déborah et Malice, invitées surprises qui sont de l'OF O'Clock et qui ont passé la semaine dernière leur audit de surveillance. Et donc Steven, bienvenue Steven, qui est formateur et auditeur et qui va pendant près de 25 minutes nous expliquer un petit peu les points à préparer et surveiller pour votre audit. N'hésitez pas aussi à nous dire dans la partie chat, est-ce que l'audit, vous l'avez passé? Est-ce que vous allez passer ces prochaines semaines, ces prochains jours? Et puis, on prendra évidemment 20 minutes à la fin pour prendre vos questions et répondre aux sujets qui vous sont le plus importants. Écoute, Steven, si ça vous va, on peut commencer. Moi, pour démarrer, déjà, tu peux te présenter et puis peut-être expliquer un peu le cadre. Qu'est-ce qu'est l'audit de surveillance et quelles sont un peu ses modalités? Ok, eh bien bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, pour me présenter rapidement, la partie audit, effectivement, ça m'a touché parce que je travaille dans la formation professionnelle depuis quelques années maintenant. Et tout a commencé avec mon audit Calliope initial. Et je me suis dit, allez hop, et si on basculait de l'autre côté et au final, de fil en aiguille, avec formation et suivi et toutes ces choses-là, on fait que maintenant, ça fait quelques temps que je fais de l'audit. Je travaille pour 6 certificateurs et je suis à peu près à un peu plus de 115, 120 jours d'audit au total. Voilà, à peu près pour le côté bagage de l'audit. Et sinon, du coup, effectivement, l'audit de surveillance intervient à peu près à 18 mois. C'est la règle entre le 14e et le 22e mois. C'est ce qui est demandé. Donc, la poire a été coupée à peu près au 18e mois. Et effectivement, alors, en fonction des organismes certificateurs, les modalités changent un peu, mais c'est souvent le certificateur qui revient vers l'audité pour essayer de planifier. Parfois, ça peut être l'audité qui revient pour prendre un peu justement les devants et ce qui est pas plus mal. Voilà, ça dépend un peu de ce que le certificateur a mis en place. C'est un audit qui est très souvent à distance, de par le fait que l'audit initial a été réalisé en présentiel. L'audit de surveillance est réalisé à distance, sauf cas où justement l'audit initial a été réalisé à distance. Voilà. Donc il y a un switch dans les modalités. D'accord. Mais c'est forcément le même auditeur qui va faire l'audit de surveillance ou pas obligatoirement? Ça peut changer. En règle générale, oui. Oui. En règle générale, oui. C'est la même personne, le même auditeur qui va suivre le dossier. C'est ce qui est prévu. L'auditeur peut avoir jusqu'à 2 audits consécutifs et après, il y a un changement pour garder une certaine neutralité. Voilà. Après, il y a quelques cas exceptionnels. C'est pas la personne que vous avez eue en audit initial ne fait plus d'audit Calliope ou tout simplement a pris sa retraite. Plein de facteurs qui font que ça peut changer, mais vous pouvez être amené, ou alors sur votre demande aussi, vous pouvez demander, l'audité peut demander à avoir, pour X raisons, un changement d'auditeur. Okay. Voilà. Mais sinon, effectivement, dans la grande majorité des cas, c'est la même personne que vous allez revoir en initial et en surveillance. Alors, forcément, en préparant le webinaire, tu m'as bien expliqué que l'audit de surveillance était bien moins long que l'audit initial. Ça, c'est la première des choses aussi à préciser. Quels ont été les points, toi, là, tu as fait à peu près une vingtaine d'audits de surveillance. Comment ça se passe dans le concret et quels sont un peu les critères et les points que tu vas surveiller avec ton OF? Comment ça se passe? Alors pareil, ça change en fonction des certificateurs, mais il y a ce qui est appelé une analyse de risque pour maintenir le fait que l'audit est en distance, voir si, par exemple, je ne sais pas, il y a eu un volume d'activité qui a quintuplé. Est-ce que l'organisme est toujours capable d'assurer un volume qui a explosé, mais ce qui est plutôt positif. Si toutefois en audit initial, il y a eu un nombre important de non-conformités, par exemple, s'il y a une défaillance dans la sous-traitance, voilà, c'est toute une analyse de risque. Chaque certificateur va avoir ses critères qui vont permettre de valider ou non la réalisation du distanciel. Et effectivement, c'est un audit qui est plus court.
pour j'ai envie de dire 80% des organismes qui ont eu un audit initial d'une journée, sauf audit d'extension, sauf changement de périmètre de champ, l'audit de surveillance durera une demi-journée, effectivement. Et il est payant? Alors après, ça dépend. Là, j'avoue que c'est la partie contractuelle. Je ne sais pas ce qui a été fait entre les audités et leurs certificateurs. Voilà. Déborah et Maëlys pour nous dire comment ça s'est passé pour elles. Ça marche. Donc là, concrètement, sur ton dernier audit, tu peux nous dire un peu comment ça s'est déroulé? Eh bien, ça se déroule de la manière suivante. Une fois que l'analyse de risque en amont est faite, soit avec le certificateur, soit avec l'auditeur, encore une fois, ça dépend du fonctionnement interne des certificateurs avec lesquels vous avez contractualisé. C'est la même démarche que pour l'audit initial. Il y a la prise de contact, il y a le plan d'audit qui est envoyé en amont pour répondre à d'éventuelles questions. Ce plan d'audit sert aussi de fil rouge pour les échanges. Et après, clairement, ça va être la même chose. On va aller chercher des échantillons de manière aléatoire sur les actions de formation qui ont été menées depuis la certification. Donc là, le petit changement, c'est qu'à l'audit initial, on ne va pas regarder des dossiers avec trop d'antériorité. Ça va être aussi, on est sur les derniers mois ou parfois, en tant que nouvel entrant, on n'a pas forcément de dossier et assez de matière, donc on a certains allègements sur certains indicateurs, alors que là, sur l'audit de surveillance, l'auditeur est à même de vous demander des dossiers à partir du moment de la certification jusqu'au moment de l'audit de surveillance. Donc, on est sur un délai de à peu près 18 mois. Donc, c'est aussi pour ça que Calliope, c'est quelque chose qui est au quotidien dans votre organisme de formation. Et voilà, c'est surtout ça la petite différence, c'est que là, l'auditeur est à même de vous demander des dossiers. Alors, en règle générale, sur des audits de surveillance courts d'une demi-journée, alors on va aller chercher 2, 3, 4 dossiers de manière aléatoire, regarder un petit peu, puis après, en fonction du temps qui reste, de l'organisation, des échanges, de comment ça avance, il y a forcément des cas particuliers où on va peut-être aller un peu plus loin sur certains dossiers. Voilà, après, ça, c'est en fonction de l'organisation et comment ça se passe avec l'audité et l'auditeur. Les premiers audits que tu as faits, est-ce que tu as constaté des points et des critères où il y avait eu un peu plus de peine au départ et où là, tu vois, il y a encore du travail à faire malgré tout? Ce n'est pas totalement acquis par les OF et il y a encore un peu de pédagogie à faire. Alors, je ne sais pas si c'est, là encore une fois, moi, c'est mon retour perso, mais c'est vrai que forcément, on va s'intéresser plus particulièrement aux indicateurs qui ont fait l'objet de non-conformité à l'audit initial, voir si les plans d'action et les solutions qui ont été les actions qui ont été mises en place sont efficaces. Donc, forcément, qu'on va un peu commencer par ça. Après, commencer ou au moins l'aborder dans le déroulé, mais effectivement, on se rend compte que, alors, en règle générale, et pour mon expérience sur la vingtaine d'audits de surveillance, effectivement, dans la majorité des cas, ça a été efficace, ça a été appliqué, ça a été maintenu. Maintenant, il ne faut pas que, justement, on se concentre trop sur ces plans d'action qui ont fait l'objet de non-conformité à l'audit initial au détriment de certains autres indicateurs. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y aura peut-être quelques questions là-dessus parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Vu qu'on se retrouve certifié Calliope, on a la fameuse utilisation du logo. Donc, ce logo-là, voilà, c'est peut-être le sujet un peu touchy parfois, un peu sensible, effectivement. Voilà. Mais sinon, en règle générale, les audits de surveillance, quand on est sur une démarche qualité qui est maîtrisée et qui est appliquée, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Il y a Hélène qui nous demande justement, est-ce que tous les indicateurs sont balayés pendant la demi-journée? Tu me disais que oui, alors c'est balayé. Ça fait l'objet de discussions, nous aussi, quand on a nos briefs d'auditeurs avec les différents certificateurs. C'est un peu plus la course, on ne va pas se le cacher. C'est un peu plus serré au niveau timing quand on divise la durée par 2. Quand on passe d'une journée à une demi-journée, il faut malgré tout réussir, il faut malgré tout balayer l'ensemble des indicateurs. Mais oui, il faut que tous les indicateurs soient balayés, effectivement. Ça marche. On va peut-être laisser la parole à Déborah et à Maëlys. Déborah, si tu veux présenter peut-être votre organisme de formation et puis de votre côté, nous dire votre journée. Donc, ça s'est passé la semaine dernière, donc c'est encore tout frais dans votre tête. Mais comment vous l'aviez un peu appréhendé cet audit et finalement, dans les faits, comment ça s'est passé? Et est-ce que de ce que nous dit Steven, ça correspond à peu près à la réalité de votre OF?
Déborah, je te laisse la parole. Très bien. Alors déjà, quelques mots sur du coup l'école au clock. Donc, nous, on est une école qui forme au métier du développement web et on a la particularité de faire tout en téléprésentiel. Donc, pour expliquer plus précisément, il s'agit de formation à distance, mais en synchrone, donc dans des classes virtuelles. Voilà, ça pose le décor, parce que du coup, ça veut dire aussi qu'on est tous en télétravail et qu'on n'a pas de locaux. Donc Maëlys et moi ne sommes pas dans les mêmes bureaux. Et donc on a préparé ensemble cette audit de surveillance qui a eu lieu donc la semaine dernière. Et alors, contrairement, enfin c'est juste pour te faire mentir, Steven, du coup, nous pour cet audit-là, il était plus long que l'audit initial. Mais c'était un peu une exception, c'est parce qu'à l'audit initial, on avait eu on appelle ça des dispenses. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour certains indicateurs, parce qu'on avait déjà une certification qualité par le passé. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Maëlys, ou nous dire comment ça s'est passé. Oui, bien sûr. Donc, du coup, nous, effectivement, ça a duré sur 1 jour et demi au lieu d'1 jour complet. 1 jour et demi, pourquoi? C'est en lien tout simplement avec les fameux critères qui permettent de définir les durées d'audit, donc tout ce qui est chiffre d'affaires, type d'action auditée, donc les fameuses actions de formation, VAE, CFA, etc. Nous, on fait que de l'action de formation. Par contre, on fait de l'alternance, mais on n'est pas CFA. Ah oui. Du coup, on n'a pas eu, parce que je vois beaucoup la question passer sur justement les critères balayés. Nous, on n'a pas eu les 32 critères balayés. Par contre, on en a eu 28, dont 2 qui, normalement, sont en cas de CFA ou en cas de travail, de collaboration avec des entreprises, ce qui est le cas avec une formation en alternance. Donc, du coup, on a dû répondre à 2 qui étaient vraiment en lien avec ça. Donc, 28 critères en tout balayés. Certains, ils ont été balayés très, très, très rapidement. D'autres, beaucoup moins. D'autres, on nous a beaucoup creusé. La question de l'utilisation de la marque Calliope, nous, ça a été rapidement vu parce que on a tout simplement appliqué en fait la charte graphique et le règlement indiqué par la marque. Donc, voilà, ça a été très rapidement coché. Et voilà ce que je peux dire pour l'instant. Il y a eu des points où vraiment vous aviez imaginé un peu le pire ou le meilleur et ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Votre auditrice, vous la connaissiez? C'était votre première auditrice d'il y a 18 mois. Est-ce qu'elle a fait un peu de zèle d'après vous? Non, elle a quand même été dans la pédagogie aussi pour toujours vous faire progresser et faire en sorte que votre OF suive les recommandations qualité. Alors, effectivement, c'était la même auditrice que nous avions eue, puisque comme l'expliquait Deb, donc pour la petite anecdote, du coup, on est tous en télétravail, ce qui fait qu'un audit initial sur site, c'est très compliqué. Du coup, il a fallu trouver en fait un moyen de rencontrer un auditeur dans un endroit que nous allions emprunter, qui n'était pas nos locaux, puisque nous n'en avons pas. Et du coup, notre auditrice, c'est une auditrice qui se trouve dans ma région en moi, puisque c'est moi qui m'étais présentée à cette audit à l'époque, en 2020. Donc oui, effectivement, on la connaissait. Moi, je ne trouve pas qu'elle ait fait du zèle. Par contre, elle a bien vérifié à ce que les faiblesses ainsi que les non-conformités qu'on avait pu avoir la première fois, il n'y en ait plus, que tous les leviers avaient été levés, qu'il n'y avait plus aucun frein. Par rapport à tout ça, elle a bien vérifié ces points-là. Donc nous, par exemple, parce qu'on n'a pas à s'en cacher, on n'avait pas bien compris lors du premier audit, le tout premier indicateur, le 1, qui dit qu'il faut afficher une information qui est visible, accessible et toute une liste d'informations qui doit être datée. Et nous, en fait, la seule chose qui nous manquait, c'était la date de mise à jour de l'information. Donc, du coup, on l'avait mis en place suite au plan de levée de non-conformité. Et elle a bien vérifié que c'était toujours en place et toujours actualisé et que c'était toujours OK. Donc, ça l'était super cool. Elle a validé. D'accord. Donc, ça vous a demandé quand même du travail un peu en amont. Vous avez pris combien de temps pour préparer l'audit de surveillance en amont? Ah oui. Alors, en toute honnêteté, on a pris 3 mois pour tout préparer parce que forcément, du coup, on a eu plus de critères et d'indicateurs auxquels il fallait répondre. Donc, forcément, c'est des choses qui existaient déjà chez nous, mais qu'il fallait formaliser, savoir après le présenter pour que ça soit bien
bien compréhensible et facile en fait à l'analyse durant ces jours d'audit. Donc, on a pris 3 mois pour le préparer. Dans ces 3 mois, il n'y a pas eu que du travail acharné sur la preuve de tel critère, de tel indicateur, etc. Non. Ça a été aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup de travail et de réunions avec les équipes, du temps d'échange pour mettre en place quelque chose et maximiser, améliorer notre qualité et notre façon de procéder. Et d'ailleurs, Steven, tu me disais aussi que sur l'audit de surveillance, on a perdu Steven, il va revenir, c'est les joies du direct. Dans le chat, je veux bien que vous nous disiez quel est l'indicateur qui vous fait un peu le plus peur pour votre audit de surveillance, voir un peu si tous les OF ont les mêmes difficultés ou s'il y a vraiment des grosses différences. Typiquement, donc, il n'y a pas eu d'audit blanc pour vous. Donc, Steven me disait que pour le coup, sur cette partie-là, il n'y a pas d'audit blanc, en tout cas. Donc, vous avez dû vous débrouiller un peu en amont toutes les deux et sans forcément… Alors, certains, je pense, payent des consultants pour les accompagner, mais de votre côté, il n'y a pas eu d'accompagnement particulier. Hein. Vous l'avez fait… On l'a fait en one shot, mais effectivement, non, pas d'accompagnement. Par contre, on a participé à des webinaires, on a reçu pas mal de documentation, que ce soit par des newsletters. En plus, c'est plutôt pratique pour prouver la veille, donc faites-le. D'ailleurs, dans le chat, hein, c'est bien ce qui est indiqué. C'est ça. La veille, le handicap aussi, la partie distancielle, ça c'est intéressant. Vous êtes un pur OF distanciel, donc est-ce que ça a généré d'autres problématiques pendant votre audit ? Pas spécialement, mais en même temps, on ne peut pas comparer puisque du coup, on n'a pas l'expérience de l'OF physique. C'est ça. Si peut-être, du coup, toutes nos procédures étant dématérialisées, on a beaucoup de documents forcément, et on a eu des moments où c'était un peu plus compliqué de retrouver quand l'auditeur demande un truc très précis. On sait qu'on l'a quelque part, mais il faut le retrouver. Et d'ailleurs, je salue l'implication de toute l'équipe. On parlait tout à l'heure, Maëlys parlait du travail de formation, de sensibilisation auprès de l'équipe. Ça a clairement porté ses fruits parce que le jour de l'audit, il y avait vraiment, dès qu'on a galéré à retrouver un document, il suffisait de demander dans le Slack, on travaille sur Slack. Et hop, tout le monde était mobilisé. Je pense que ça, Steven, tu peux peut-être aussi confirmer, c'est que c'est un travail de longue haleine et d'équipe. Et toi, tu dois le voir aussi hein, quand tu audites là. La différence entre les OF qui ont fait ça de manière construite avec leur équipe et ceux où c'est un peu plus compliqué en termes de ressources internes. On arrive, au bout d'un moment, on arrive à voir un peu si on marche sur des œufs avec certains ou si c'est quelque chose qui est maîtrisé. Mais oui, effectivement, ça se sent aussi dans le discours à la fois hein, de l'organisme. Hein, quand c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui a évolué parce que entre la version 0 de l'audit initial, la version 1 de l'audit initial et les 18 mois plus tard, il y a forcément, très souvent, c'est pas obligatoire, mais eu des mises à jour de ce process, justement, ça a évolué et tant mieux. Tant mieux, c'est pas du tout ce qui est expliqué à l'audit initial, ça c'est mon discours, hein, c'est pas gravé dans le marbre ad vitam aeternam, hein, au contraire, plus vous allez le faire vivre, le faire mûrir, ce process qualité, et mieux ce sera, et plus il va vous correspondre, et plus il sera facile à utiliser au quotidien et à chaque action de formation. Et tu me disais aussi, donc là, l'idée c'est qu'aujourd'hui on a 1 heure ensemble, c'est de vous rassurer sur l'audit de surveillance. Personne ne perd sa certification pendant cet audit. Voilà, je pense que tu peux le repréciser aussi, Steven. C'est ça, c'est la question que j'ai eue plusieurs fois au téléphone quand je contacte les audités, les organismes pour organiser les modalités de l'audit et toutes ces choses-là, ou même en face à face après. Hein, mais c'est vraiment que c'est pas un audit de sanction, pas du tout. Les modalités, si toutefois il y a des non-conformités, qu'elles soient mineures ou majeures à l'audit de surveillance, les modalités de traitement, les délais de traitement restent les mêmes que pour… Ça marche. Précision, Steven est dans une commune très rurale avec une connexion un peu fébrile, donc on gère, hein, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas le seul, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de gens dans le chat aussi qui nous précisent la partie veille. Est-ce que pour vous, Déborah et Maëlys, ça a été un point important de votre côté de surveillance. Non, je crois que cette phrase est terminée. Ouais. Bon. Mais on parlait de la veille, Steven. Est-ce que sur la partie de la veille, tu as vu aussi des choses qui étaient encore un
un peu faible ou pour l'instant, tu trouves que c'est plutôt pas mal? Alors, je pense qu'on l'a reperdu. Et de votre côté, les filles, du coup, vous aviez fait un process pour la partie veille ou pas du tout? Alors ça tombe bien qu'on aborde ce sujet parce que pour nous c'était justement le critère sur lequel notre auditrice nous a sensibilisé sur le fait que c'était un point faible chez nous. Non pas parce qu'on faisait pas de veille, au contraire on en a énormément et c'est organisé de manière à ce que toute personne qui fait de la veille contribue à faire circuler les informations. On a des canaux qui sont actifs qui permettent de vraiment faire circuler tout ça, mais plutôt sur l'exploitation. En fait, on a eu du mal à prouver notre exploitation parce qu'en fait, ça se fait de manière un peu naturelle, j'ai envie de dire. Quand quelqu'un veut améliorer quelque chose, il dit « Oh, je vous propose d'améliorer ça de telle manière ». Il dit pas « J'ai vu ça dans ma veille, je vous propose d'améliorer ça de telle manière ». Donc, le lien était peut-être pas assez direct. On a trouvé des exemples, on a pu valider parce qu'on en avait sous la main, mais c'était pas organisé. On n'avait pas genre un tableau qui disait source de veille égale tel truc, date d'application, date d'exploitation, tel truc. C'était du coup peut-être un point sur lequel on pourrait imaginer une organisation spécifique. Après, bon, je me pose la question du poids que ça peut avoir sur les équipes. Ouais. J'en profite pour dire que le 30 juin, on reçoit Loïc Baudin pour un webinaire sur la veille Calliope, donc il y aura plein de tips à partager. Steven, toi, sur la partie veille, tu avais remarqué des choses aussi ou pas spécialement? Oui, ça fait suite. Puis désolé, pardon pour les déconnexions. Les 30 degrés dehors doivent avoir raison de l'ordinateur. Non, c'est surtout, oui, c'est ce que disait Déborah, c'est la formalisation de la chose. Voilà. On en fait tous de manière informelle, indirecte, on a tous les infos, mais après, voilà, c'est le côté démarche qualité où on demande de la traçabilité sur beaucoup d'actions, et notamment ces 3 indicateurs de veille, effectivement. J'ai commencé à regarder un petit peu les questions que vous posez donc, sur l'iStorm. Il y a une question intéressante de Thierry qui nous demande l'auditeur peut-il demander à être mis en relation avec un formateur le jour de l'audit? Est-ce que c'est une chose que tu peux demander, toi, Steven, ou pas forcément? Oui. Alors après, ça dépend des équipes. Effectivement, si on est dans un organisme où il y a, je sais pas, plein de personnes en interne et que la personne est joignable, choses comme ça, où ça m'arrive de faire des audits aussi où le responsable qualité, enfin la personne qui gère la qualité, la responsable de l'OF fait venir aussi un formateur ou plusieurs formateurs sur la journée, sur les échanges, pour avoir vraiment le côté plus terrain et opérationnel. Mais oui, s'il y a un doute, il y a des questions, des choses comme ça, et que le formateur est dispo dans son bureau, des choses comme ça, oui. Après, si le formateur il est en formation, on ne va pas lui demander de stopper son action et de venir répondre à nos questions non plus, c'est pas du tout l'objet. Mais effectivement, si quelqu'un se tient à disposition pour certaines questions, ça peut être que du plus, oui. Il y a une question sur la question du présentiel et du distanciel pendant l'audit. On a vu passer une info comme quoi maintenant les audits en distanciel allaient être interdits. Est-ce que ça marche aussi pour l'audit de surveillance? Non, c'est pour l'audit initial. Ok, ça marche. C'était OK jusqu'à fin juin. Donc, à partir du 1er juillet, toutes les demandes d'audit initial se feront obligatoirement en présentiel. Mais non, l'audit de surveillance, lui, ne change pas. Et s'il est programmé et programmable à distance, il n'y a aucun changement là-dessus. Et Déborah et Maëlys, vous avez pensé à le faire à distance, vu que c'est quand même votre cœur de métier. Vous avez préféré le faire en présentiel? C'était lié à quelle raison en particulier? Alors, c'est qu'on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'on a passé l'audit avant la proposition que tout le monde le passe en distanciel. Du coup, on n'a pas eu le choix. Voilà. Okay. Mais si nous propose de le faire en distanciel, on ne dira pas non, hein, mais voilà. Pour toi, Steven, il y a une différence en tant qu'auditeur, tu le ressens un peu ou c'est pareil? Ça ne met pas des points en moins si jamais tu es à distance, quoi. Non, des points en moins, non, pas du tout. Au contraire, ça fait même gagner du temps de transport. Mais non, après, c'est quand même beaucoup plus facile d'être en présentiel, visiter les locaux quand l'audit est réalisé dans les locaux qui accueillent les stagiaires, de pouvoir échanger si les autres membres de l'équipe sont dans les murs. Ça peut être bien aussi d'avoir un retour de tout le monde. Non, ça change pas la donne, la finalité. Non, le rapport, le dossier, hormis de cocher la case à distance ou sur site, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais non, c'est quand même plus pratique et voilà, c'est quand même plus humain, plus sympa d'avoir tous ces échanges
en présentiel qu'en distance, où voilà, ça déshumanise un peu la chose. Ça marche. Il y avait une question intéressante aussi de Valérie qui nous demande que se passe-t-il si jamais donc l'OF a de nouvelles activités comme de la FEST, bilan de compétences, peut-être qu'entre-temps elle aura créé aussi un CFA. Qu'est-ce que ça implique de ton côté, Steven ? D'où l'analyse de risque en amont. Et alors après, je ne sais pas, pour rebondir sur l'exemple du CFA, si c'est quelque chose qui n'était pas certifié pour l'audit initial, il y a peut-être eu un audit complémentaire, un audit d'extension, pardon. Donc oui, après, c'est tout l'objet de l'analyse de risque en amont qui est faite avec le certificateur. Soit le certificateur, soit l'auditeur, hein, mais c'est pour valider tout ça, répondre à toutes les questions et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises pour l'un et pour l'autre le jour J de l'audit de surveillance. Voilà, que tous les tenants, tous les aboutissants soient maîtrisés dès le début. Ok. Il y a une question aussi sur le rapport que vous avez reçu, donc Déborah et Malice. Donc vous avez passé l'audit mercredi dernier, et là vous avez reçu votre rapport. Donc à quoi ça ressemble ? Comment ça s'est passé cette réception ? Deb, tu veux répondre ou je réponds comme tu veux? Okay. Vas-y. Eh bien, on a reçu tout simplement une notification d'AFNOR pour nous dire qu'il était disponible. Le rapport, en fait, il ressemble beaucoup à notre plan d'audit, c'est-à-dire que c'est charté de la même façon. Je peux vous le montrer rapidement. Je l'avais imprimé le jour d'audit, pour l'avoir sous la main pendant qu'on passait l'audit. Ça ressemble à ça, notre plan d'audit. Bon, il y a mes petites notes pendant qu'on le passait. Voilà, sur 3 pages, nous. Et du coup, en fait, pour chaque critère, elle nous a mis en fait conforme ou non conforme. Bon, dans notre cas, c'était conforme. Et qu'est-ce qu'elle avait vu ? Ouais. Et s'il y a des questions, elle les note aussi. Mais du coup, généralement, c'est ça, c'est conforme ou non conforme. Et les questions, est-ce qu'elle a pu voir, ça ressemble à ça. Comme, en fait, exactement pour ceux qui ont passé les audits initiaux, c'est exactement la même chose, sauf que c'est version de surveillance avec tous les critères qui seront étudiés, en fait, tout simplement. Il y a des gens qui ne l'ont pas reçu. Typiquement, Steven, qu'est-ce qui se passe si jamais l'OF ne le reçoit pas, en tout cas rapidement ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, après, ça dépend des délais de traitement des certificateurs, ça dépend des modalités aussi. Certains passent par des plateformes, certains renvoient ça en PDF, en mail, soit il y a une notification comme quoi le document est disponible sur telle ou telle plateforme. Là, ça dépend vraiment du certificateur, mais en règle générale, il y a au moins une mention. Vous êtes alerté du fait que c'est bon ou c'est pas bon. Mais dans tous les cas, post-audit, vous avez un retour. Après, le délai, ça, c'est propre à chaque certificateur. Ça marche. Peut-être que certains sont sous le webinaire et sont encore dans l'audit initial. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ces OF pour que ces 18 mois se passent bien et qu'il y ait un vrai process qualité suivi et qu'effectivement, au bout de 18 mois, il n'y a pas panique à bord. Oh là là, on n'a pas du tout continué les procédures et là, on est un peu dans la panade. Ça serait quoi vos conseils ? Déborah, je peux te laisser peut-être dire comment ça s'est passé pour vous. Moi, c'est vraiment l'équipe, en fait, le relais. On a été vraiment, le jour de l'audit, on était vraiment en confiance sur le fait que, ce qu'on avait préparé, on avait préparé à chaque fois des exemples pour montrer que nos process étaient conformes Calliope, mais pour chaque indicateur, mais on savait bien que l'auditrice allait demander d'autres choses, et on était en confiance sur le fait que, quelle que soit la pièce demandée, vu le travail avec l'équipe, ça allait être conforme. Donc, je pense que c'est vraiment le point le plus important de la préparation, c'est de s'assurer que chacun connaisse, alors pas tout le référentiel, on est d'accord, mais connaisse vraiment les points qui concernent son scope de travail, et puis ait un peu conscience des enjeux aussi. Au tout début, on avait un peu des problèmes là-dessus sur oui, mais moi j'ai mes priorités, j'ai quand même ça à faire dans l'immédiat, c'est plus important, il faut que ce soit fait. Oui, mais alors pour prendre le temps de rédiger un process, de formaliser les choses, en fait, faut présenter à la fois le bâton et la carotte. Et les enjeux, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas Calliope ? C'est quand même important, faut que ce soit compris. Mais après, il faut aussi présenter la carotte, ça sert à quoi ? Pourquoi on le fait ? C'est pas juste pour avoir le petit label, c'est aussi l'occasion de se faire gagner du temps sur le long terme, parce que rédiger un process, c'est gagner du temps sur la formation d'une future
d'une future recrue. C'est aussi améliorer la qualité, parce que peut-être qu'en rédigeant le process, tu vas te rendre compte qu'il manque quelque chose. Enfin, c'est tous ces points positifs. C'était aussi, je pense, un ingrédient important à présenter. En tout cas, vous, au bout de 18 mois, vous voyez la différence sur l'avant et après Calliope. Donc, pas de regret, et ce qui veut dire que vous continuez dans Calliope. C'est sûr. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu dans l'ADN O'Clock aussi. La démarche qualité, elle était là dès le début. On avait la certification sur un précédent label parce que c'était quelque chose d'important pour nous, mais c'est sûr que c'est dans la continuité, oui. Et Steven, tu ressens là dans les premiers audits que tu as fait là ces dernières semaines, derniers jours, parce que là ça commence, hein, on est quand même sur des OF qui l'ont passé, en tout cas en 2020, donc on arrive vraiment à l'audit de surveillance. Est-ce que tu sens que certains vont décrocher ces prochains mois et vont peut-être pas repasser Calliope dans 3 ans? Oui, sur le nombre, certainement. Après, c'est ça, ça sera des discussions que chaque organisme aura en interne. Mais oui, après, quand on est sur les audits, effectivement, on a des discours qui sont un peu comme ce que vous, chez O'Clock, vous nous racontez, hein, où oui, ça nous a fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'énergie, ça nous permet d'être plus carré, d'être plus qualitatif, vraiment du positif. Après, il y en a où certains forcément, ça leur fait pas gagner autant de temps qu'espéré, pas gagner autant de visibilité qu'espéré, pas autant donc peut-être que certains vont pas rempiler sur un deuxième cycle. Mais après, de là à avoir une idée de la quantification, on n'en a aucune. On verra, ça sera affaire à suivre. Il y a deux thèmes qui reviennent dans les questions. Là, je vois dans le chat le logo. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Alors, on n'a pas de présentation particulière, mais au moins nous dire qu'est-ce qui a un bon usage du logo de Calliope ou pas? Alors, exactement. Alors déjà, le logo, à votre audit initial, vous l'avez eu. Il y a eu également la charte, le règlement. Donc ça, le certificateur vous a communiqué tout ça. Toutefois, si ça n'a pas été bien enregistré, c'est disponible. C'est dispo sur Internet. Mais effectivement, vous êtes certifié pour l'ensemble de votre offre de formation. Par exemple, pour les actions de formation, vous êtes certifié pour l'ensemble de votre offre. Donc, vous pouvez mettre votre logo, je sais pas, sur votre site Internet, sur votre catalogue qui reprend l'ensemble de vos modules, sur des diapos en prospect commercial éventuel, des choses comme ça, mais effectivement sur des logos, sur des documents qui sont propres à une action de formation ou à quelque chose de très particulier, type une attestation de formation. Si vous remettez une attestation de formation, voilà, on ne met pas le logo sur l'attestation de formation, c'est quelque chose qui est spécifique à la formation Tartampion que vous venez de suivre, par exemple. Ouais. Voilà. Alors que pour vous, l'offre de certification est au global sur toute votre offre. Donc voilà, le logo est à utiliser, que ce soit en prospect, en commerce, des choses comme ça, mais pour bien englober toute votre offre et pas une offre en particulier. J'ai une question de Mode qui nous demande les formations réalisées en distanciel nous ont indiqué qu'il n'y a pas d'émargement à avoir. Est-ce que tu le confirmes? Alors après, dans tous les cas, quand on soit présentiel ou distanciel, dans tous les cas, il y a l'indicateur qui vous demande d'attester et de pouvoir prouver de mettre en place un maximum de choses pour éviter les ruptures de parcours. Le distanciel, il y a moyen d'avoir soit par tracking, des choses comme ça, screenshot, capture d'écran ou autre, mais dans tous les cas, si quelqu'un est présent, il faut que vous ayez un moyen de justifier de sa présence. Typiquement, les filles, comment vous faites chez O'Clock pour cette partie-là, cette partie émargement Alors, nous, on a notre salle de classe virtuelle qui nous permet de traquer justement les connexions. Donc, c'est un outil qu'on a développé, nous, qui nous permet après, derrière, d'avoir, par rapport au pseudo des personnes, d'avoir l'heure à laquelle elles sont connectées, l'heure à laquelle elles se déconnectent, la participation en termes de messages dans le chat et les réponses aux sondages, puisqu'on fait des sondages pour s'assurer que les personnes suivent, s'assurer que les personnes se sentent bien pendant le cours, etc. Ou tout simplement, le principe comme dans une vraie salle de classe, par exemple, de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV, vous avez le choix entre blanc et noir, et voilà, pour les faire participer.
Donc, du coup, on a toutes ces données-là qui nous permettent, nous, derrière, d'attester les assiduités. Après, effectivement, par rapport à la question qui était posée, Calliope ne demande pas telle quelle des attestations d'émargement, de feuilles d'émargement, d'assiduité, tout ça. Il demande juste, effectivement, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de rupture de parcours. Mais ceux qui vont le demander, par contre, ça va être des financeurs tels que les OPCO, des transitions pro. Eux, par contre, sont beaucoup plus à cheval sur la gestion de l'assiduité. Donc, ça s'imbrique quelque part. Ça marche. Je reprends un peu dans le chat. Pour me faciliter un petit peu la tâche, posez bien vos questions dans la partie questions et pas dans la partie chat. Comme ça me permet de remonter plus facilement. Alors, est-ce que, si Steven, tu vois une question qui te parle, n'hésite pas. Oui, y a-t-il des outils de préparation à l'audit de surveillance? Voilà, est-ce que tu connais des outils Au niveau des outils, Digiformat, forcément, ceux qui sont clients, ça participe en tout cas à faciliter les choses, ça c'est sûr, hein, j'en profite pour le dire. Exactement. Mais après, non, au niveau des outils, ça va être ceux qui vont vous intéresser, mais des outils en particulier, non, pas spécialement. Le tout, c'est la démarche qualité. Là, on arrive, l'objet de ce webinaire, c'est l'audit de surveillance. Donc, effectivement, des outils pour préparer, pas spécifiquement. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui doit être plus ou moins présent au quotidien. Après, ça dépend du volume et du nombre d'heures que vous y passez, mais c'est quelque chose qui doit être là le plus souvent possible dans votre process de qualité. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça évolue, c'est très bien. Que ce que vous aviez expliqué, projeté à l'audit initial ne soit plus ce que vous nous présentez à l'audit de surveillance parce que vous avez évolué et vous vous rendez compte que vous avez gagné du temps avec cette nouvelle méthode, c'est très bien. C'est très bien. La seule chose, c'est effectivement, il y a des obligations, mais il y a plein de chemins pour y répondre. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux, quoi. C'est ça. C'est pour ça que dans le guide de lecture, on a une liste d'éléments de preuve pour chaque indicateur, mais ce n'est qu'une liste d'exemples. Libre à vous de choisir parmi ceux-là ou d'autres. Il y a une question qui revient souvent, Steven, je ne sais pas si tu as été confronté aussi. Il y a les OPCO qui ne répondent pas aux évaluations. Pour ceux qui ont des financements OPCO, je crois que ça, c'est, vous souriez, donc ça vous parle. Et apparemment, ça revient souvent chez les OF. Quel est ton avis sur ça, à ton avis? Oui, on sent qu'on met en place un document, à moins d'avoir une relation privilégiée pour X raisons avec un OPCO, parce que vous traitez avec celui-là, vous avez un lien professionnel depuis des années, des choses comme ça. C'est rare d'avoir des réponses, mais c'est pour ça que Calliope ne vous demande pas une obligation de résultat, mais qu'une obligation de moyens. Voilà. Donc, Calliope demande de mettre en place un système de collecte des appréciations, un système de relance, et voilà. Vous confirmez, Déborah et Maëlys? Ouais. On confirme. Nous, on a eu la chance d'avoir 3 réponses. Mais ce n'était pas des OPCO, c'était des transitions pro. Donc, sachez qu'il y a certaines transitions pro qui répondent pour ceux qui sont concernés. Mais effectivement, nous, on nous a surtout demandé l'existence du process, l'existence d'un envoi. Et après, elle a regardé forcément les réponses qu'on a eues, puisqu'on avait la chance d'en avoir. Mais sachez qu'il y a des financeurs qui renvoient une sorte de mail automatique pour dire on a bien vu que vous faisiez l'envoi pour répondre aux critères 30 selon l'article et blablabla. Nous prenons note que vous faites ça. Et puis voilà, pas de réponse, juste un mail automatique pour nous dire ça. Bon. Mais voilà, en tout cas, la démarche, elle est là. Voilà, c'est ça. Tant qu'il y a la démarche. Et justement, après, il n'y a pas que les financeurs, il y en a plein aussi qui ne répondent pas, tels que les entreprises, par exemple. Donc, oui. Mais en tout cas, vous relancez et vous tentez quand même d'obtenir les retours, évidemment. Il y a pas mal de questions aussi sur le critère du handicap. Est-ce que sur cette partie-là, toi, Steven, tu as des choses à dire? Qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir ou pas avoir? Qu'est-ce qui est essentiel? Oui, après, alors ça, c'est plus des sujets. Enfin, après, je comprends que ça revienne sur la table. Effectivement, c'est des questions que tout le monde a dû se poser à l'audit initial, parce qu'il est vrai que cet indicateur-là a fait l'objet de beaucoup de non-conformités, parce que les gens ne savent pas forcément à quoi s'attendre, ce qui est compréhensible, mais effectivement, c'est d'avoir un réseau de partenaires, d'acteurs, de professionnels pour mettre en place et avoir
des informations, des billes, des notions d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Il y a des choses que vous allez pouvoir traiter en interne de manière plus ou moins facile et rapide. Et il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir traiter en interne, peut-être pour X raisons, d'où la mise en place de ce réseau de partenaires, de professionnels. Et voilà, pour ça, sur le territoire, il y a un maillage qui est plutôt bien homogène. Donc, vous avez forcément dans votre secteur géographique ou au moins au national, parce que comme au club, vous rayonnez au national avec des formations en distance. Donc, peu importe si c'est régionalisé ou nationalisé, le tout, c'est d'avoir un réseau de pros au regard de l'accueil des personnes en situation de handicap. Autre thème qui revient à froid, enquête de satisfaction à froid. Est-ce que ça, c'est une chose que tu regardes aussi pendant l'audit de surveillance ? Quand c'est demandé, quand c'est fait par l'OPCO, quand c'est fait par l'organisme, oui. Oui, mais après, effectivement, pour ce n'est pas obligatoire pour certaines actions. Donc, si l'organisme le met en place parce que c'est une plus-value, parce qu'il en a besoin, on regarde si c'est fait. Maintenant, effectivement, vu qu'il n'y a pas d'obligation pour toutes les actions, non, on ne peut pas sanctionner sur une action qui ne l'oblige pas. D'accord. Vous, les filles, vous le faites ou pas ? 3 mois après, enquête satisfaction auprès de vos apprenants ? Tout à fait. On en a 2 à froid, c'est un choix de notre part. Un envoyé 3 mois après et un envoyé 6 mois après. Ça nous permet également de récupérer aussi des infos sur le placement, puisque nous, on fait un suivi sur tout simplement les sorties positives après. Donc, ça nous permet de savoir un peu ce que deviennent aussi nos apprenants. C'est toujours très enrichissant. Donc, ouais, on le fait. Est-ce que vous voyez, il y avait pas mal de questions, mais qu'on a vues déjà au début du webinaire. Est-ce que vous voyez tous les 3 d'autres points à aborder peut-être, ou en tout cas pour rassurer, pour compléter un peu ce qui a déjà été dit ? Je reprends un peu les questions aussi, je regarde. Un point pour rassurer peut-être, je me permets. Personnellement, je me demande si en fait le temps de préparation qu'on a passé nous toutes les deux n'était pas finalement démesuré. Alors, pas non plus que c'était inutile, hein, ça nous a apporté beaucoup de choses. Mais finalement, pour vous rassurer, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller aussi loin dans la préparation. Déjà s'assurer que tout le monde fait bien ce qu'il faut et se garder une liste de liens ou de documents à avoir sous le coude le jour de l'audit, c'est déjà pas mal en fait. Ça marche. Et là, donc là, pour l'après, là, donc là maintenant, Steven, pour ceux qui ont passé l'audit de surveillance en juin, qui le passeront en juillet, donc qu'est-ce qui se passe après ? Quelle est la suite ? Alors, le retour que vous allez avoir de votre certificateur sera la même chose qu'à l'audit initial. Hein. Vous allez avoir la notification comme quoi le maintien de la... Quand ça se passe, quand c'est tout bon, hein, le maintien de la certification, une fois que l'audit a été passé, que les éventuelles non-conformités ont été traitées. Et après, c'est la dernière ligne droite sur la deuxième moitié de votre durée du certificat pour aller jusqu'à l'audit de renouvellement, si toutefois vous souhaitez repartir sur un cycle de 3 ans. Ça marche. Je précise, parce qu'on me le demande, donc Déborah et Maëlys sont chargées de qualité et tutrices et formatrices, donc tutrices en tout cas. Donc, effectivement, tous les OF n'ont pas de responsable Calliope à temps plein. Donc, je pense que vous, c'est le cas. Vous avez été peut-être un peu nommé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'est vous qui avez dit « OK, on s'en occupe » ou quelle a été la genèse ? En fait, moi, c'est mon poste de base, du coup, chargé de qualité. Du coup, D'accord. Forcément, depuis que je suis chez O'Clock, je m'occupe de tous les audits qualité chez O'Clock. Mais j'ai eu la chance d'avoir Déborah cette fois-ci en appui, puisqu'elle est venue me remplacer lors d'un congé maternité, pour tout vous dire. Donc, peut-être dans votre OF, alors tout dépend de la taille et le nombre de personnes qui y travaillent, mais d'avoir toujours un binôme pour ne pas être le seul à détenir l'information et que, comme tu disais, Déborah, que ça puisse vraiment bien circuler dans toutes les équipes et que chacun ait conscience des enjeux de Calliope.
On s'en est clairement rendu compte pendant la préparation. On était très complémentaires finalement. Maëlys avait bien la vision globale 360 de tout ce qui se passe dans l'entreprise, quel est le parcours apprenant, tout ça. Et en même temps, dans le détail de ce qui se passe concrètement sur le terrain de la pédagogie, elle n'avait peut-être pas forcément la visibilité. Donc on a pu compléter quels sont les outils, tout ça. C'est très intéressant pour moi d'avoir une vision plus large et pour elle d'avoir une vision plus profonde. Je pense que c'est une bonne chose de le faire en binôme. Je reprends quand même parce que c'est redemandé plusieurs fois dans le chat pour ceux qui sont arrivés en retard. Steven nous précise bien, c'est à l'OF de contacter son certificateur ou alors il est notifié ou la date est déjà prévue en amont. Quelles sont les modalités? Alors là, ça dépend des certificateurs, mais effectivement, ça dépend des certificateurs. Si en général le certificateur reprend contact avec l'audité. Maintenant, si vous voulez prendre le taureau par les cornes et prendre les devants, l'organisme peut reprendre contact avec son certificateur. Maintenant, il faut que l'audit de surveillance intervienne entre le 14e et le 22e mois de certification pour les personnes qui ont été certifiées à partir du 1er janvier 2021. Voilà. Pour les chanceux et les premiers en date, les premiers montés dans le train, effectivement, avant, pour ceux qui ont été certifiés en 2020, ce n'est pas entre le 14e et le 22e mois, mais c'est entre le 14e et le 28e. Voilà. Donc la fenêtre de tir est un peu plus longue, mais voilà. Donc ça dépend du certificateur. Soit il vous contacte, soit prenez les devants, contactez-le. Et puis voilà. Est-ce que tu peux nous refaire quand même un petit point, Steven, sur ton métier et les certificateurs existants aujourd'hui en France? Alors les certificateurs, ils sont au nombre d'une trentaine, un petit peu plus, 31, 32, comme pour vous, ils sont contrôlés aussi. Il y a la police des polices au-dessus. Il y a le COFRAC qui va un petit peu intervenir et auditer, comme vous l'êtes, auditer les auditeurs et les certificateurs sur est-ce que le cahier des charges des certificateurs est bien respecté. Donc c'est la même procédure pour tout le monde. Et encore une fois, comme pour vous, organisme de formation, c'est la ligne d'arrivée est celle-ci, mais il y a plein de chemins pour y arriver. Donc c'est pour ça que certaines modalités peuvent varier entre les différents certificateurs, mais la finalité est la même pour tout le monde. Moi, j'avais une précision à donner aussi en termes de paiement de ces audits. Déborah et Maëlys, vous avez payé tout en amont. Comment ça s'est passé en termes de facturation de cet audit? Alors, on n'a pas reçu, nous, de devis cette fois-ci. Donc, j'imagine que ça fait partie du prix global qu'on avait déjà payé la dernière fois. Parce que la dernière fois, du coup, pour l'audit initial, on avait dû signer un devis avant de passer l'audit. Et payer après, évidemment. D'accord. Ok, ça marche. Très bien. On a quand même bien fait le tour. Donc, pas mal de gens aussi qui réagissent sur les difficultés que c'est aussi de tenir Calliope au quotidien. Mais en tout cas, vous, auditeurs, vous n'êtes pas là pour sanctionner et dire au bout de 18 mois, c'est la catastrophe, on arrête tout. Donc, en tout cas, la pédagogie, elle est encore là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais aussi préciser aussi à ceux qui nous écoutent, donc Steven, Déborah et Maëlys sont membres d'OF Connect, qui est la communauté des OF de Digiformag qu'on a lancée en début d'année. Pour ceux qui ne la connaissent pas, rendez-vous sur digiformag.com, il y a un onglet communauté et vous pouvez vous préinscrire. Et donc, dans cette communauté en ligne, on échange beaucoup aussi sur Calliope, sur ces thématiques-là. Donc, si vous avez besoin d'aide, que vous êtes un petit peu seul aujourd'hui, n'hésitez pas à nous retrouver. On sera ravis de vous accueillir et de répondre à vos questions sur notre outil de discussion en ligne. Déborah, Maëlys, est-ce que vous aviez des choses à ajouter? En tout cas, là, aujourd'hui, c'est quoi vos prochains défis en tant que responsable Calliope au sein de votre OF? Je dirais... Parmi toutes les choses que l'on a vécues durant l'audit, on a relevé en fait des points d'amélioration continue qui sont intéressants. On a aussi nos faiblesses qui ont été pointées du doigt par notre auditrice. Donc, nos défis, ça va être déjà de faire en sorte que nos faiblesses deviennent peut-être des forces et également mettre en place ces idées d'amélioration continue, toujours avec nos équipes pour que tout le monde après s'imprègne du sujet et que la prochaine fois, on ne soit pas sur 3 mois de préparation, mais que ça soit quelque chose de beaucoup plus fluide et que du coup, on n'ait pas à vraiment se concentrer que sur ça, mais que ça soit plus en fil rouge, quoi.
Voilà. Ça marche. Steven, tu voulais conclure aussi de ton côté par un Pour conseil, conclure, moi, une c'est ça, pour conclure une petite note d'optimisme, on va dire qu'effectivement, c'est rappeler que c'est pas une sanction, hein, l'audit de surveillance, hein, pas d'inquiétude. On n'arrive pas à la fin de l'audit de surveillance avec le coup près qui tombe et là, c'est la certification qui s'en va. Hein, c'est pas du tout ça. Les délais de traitement sont les mêmes que pour l'audit initial, en cas de non-conformité. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Et si toutefois il y a des questions qui persistent, des choses comme ça, n'hésitez pas à revenir vers vos certificateurs pour balayer un éventuel doute. Ils seront à même de vous répondre que sur les réseaux, sur votre point d'entrée, votre point de contact que vous avez au moment de la contractualisation ou autre. N'hésitez pas à revenir vers eux pour répondre à toutes ces questions-là. Ou effectivement, sur Wave Connect, je ne suis pas le seul, mais moi, j'ai ma partie organisme de formation aussi. Mais voilà, sur la partie Wave Connect, tout le monde répond aux questions de tout le monde. Donc, s'il y a des doutes, des choses comme ça peut être aussi sur cet outil-là que les questions peuvent trouver réponse. Et j'en profite aussi pour ceux qui sont encore sur le chat. Si vous avez des envies de sujets, d'experts à inviter, n'hésitez pas à me les partager là tout de suite dans le chat pour qu'on puisse programmer les prochains webinaires ensemble. Alors, on en a encore un donc à la fin du mois avec Loïc sur la veille. En juillet, petit spoilers, avec la Caisse des dépôts, on invite aussi la CDC pour nous parler du CPF et de la fraude au CPF, gros sujet. Et on va préparer en septembre aussi d'autres interventions. Donc, si vous avez des envies, des idées, qu'on puisse en discuter et puis les mettre en place à la rentrée, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. Et ben, merci à tous en tout cas. Merci Déborah, merci Maëlys, merci Steven. On se revoit donc sur Wave Connect tous ensemble. Et puis, bon courage pour la suite. Bon courage avec la canicule pour ceux qui sont dans des régions affectées. Et puis, on se retrouve, nous, le 30 juin avec Loïc Baudin sur le webinaire sur la veille. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.